Bienvenue, Madame, Messieurs, à ce nouveau numéro de Stop Covid-19. Aujourd'hui, Stop Covid-19 et politique. Qu'est-ce qui impacte l'autre et qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Bienvenue à vous. Merci de bien vous installer. Bienvenue à notre invité du jour, Jirès Sanzala. Vous êtes politicien, vous êtes cadre de l'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher au ministre Jonathan Bialoussouka. Bienvenue. Merci. Alors, comment ça se passe? Vous vous préparez au déconfinement parce que finalement, il faut aller vers là et l'assouplissement des restrictions parce qu'il faut vivre avec Covid-19 en fin de compte. Et effectivement, il faut vivre, mais de l'autre côté, il faut aussi prévenir les dangers. Vous savez que nous faisons face à une pandémie très meurtrière avec un virus extrêmement contagieux. Donc, il appartient aux politiques d'apprécier. Mais ce qui est évident, c'est qu'il faut de l'autre côté voir aussi la population. Donc, je dis qu'il faut déconfiner, mais y procédant avec progression, donc petit à petit. Entre Covid-19 et la politique, qu'est-ce qui a impacté l'autre? Bien entendu, la Covid-19 a impacté la politique parce qu'elle nous a astreint à un certain nombre de mesures. Notamment, elle nous a même imposé de nouvelles stratégies. Rappelez-vous même les confinements. On nous a confinés, ça a impacté sur le fonctionnement normal du gouvernement. Il y a eu des activités traditionnelles d'un État qui ont été quasiment perturbées. Et donc, il faut retenir ce que cette pandémie a influencé de manière substantielle le fonctionnement même d'un État. Raison pour laquelle les autorités du pays, ils ont pris les choses avec beaucoup plus de responsabilités. Mais je crois que très bientôt, les choses vont redevenir à la normale. Donc vous êtes en train de dire que la réplique politique, essentiellement, était à la hauteur de la crise. Absolument, absolument, la réplique a été à la hauteur parce que, qu'est-ce qu'on craignait en fait? Nous avons vu dans des pays beaucoup plus organisés, ça il faut le reconnaître, la France, l'Espagne, l'Italie, la Chine elle-même. Donc la pandémie ou la maladie a frappé de manière importante. Donc on s'est dit, nous, la RDC, avec ce que nous avons comme des institutions sanitaires assez, pas très bien comme chez eux. En tout cas de très loin. Exact, comme vous l'avez dit. Nous sommes dit, autant prévenir, autant agir en amont. J'apprécie l'action du président de la République. Il avait réagi en tout cas au moment opportun. Donc, Pourtant, la maladie est quand même entrée par l'aéroport de Djili en 8 mars. Non, non, c'est un secret des polichinelles que nos frontières sont vraiment... il y a un peu de laisser aller, ça il faut le reconnaître. Mais une fois qu'on a détecté 2, 3, 4 cas, et on avait pris des mesures. Donc, on a confiné la ville de Kinshasa, on l'a isolé d'autres provinces, on a suspendu beaucoup d'activités ici à Kinshasa et ça nous a permis de gérer la situation. Madame, il y a des gens qui négligent. Nous, il faut le dire qu'on n'a pas beaucoup de matériel, beaucoup de compétences. Comme... Et puis on a quand même une souche assez bénigne, Dieu merci. Bon, ça c'est une autre paire de manches, mais je me dis, il faut saluer la réplique. Donc, on a pris des mesures à temps et ça nous a permis d'éviter la catastrophe. Mais il y a aussi une vérité. J'ai suivi un médecin, Didier Raoul, un Français, qui a dit la physiopathologie de la Covid-19 s'apparente à celle de la malaria, le plasmodium falciparum. Donc, ce qui fait qu'en Afrique, on ne craignait pas trop qu'il y ait beaucoup plus de morts comme aux États-Unis, en France, à l'Occident. Donc, il nous appartient maintenant là de voir la vérité en face. Donc la maladie, elle est là, quitte à nous de respecter les gestes barrières, et ça va nous amener à reprendre nos activités comme avant. Peut-être pas vous, mais en passant, il y a quand même eu certains politiciens qui ont eu tendance à désorienter l'opinion au tout début. Non, écoutez, madame, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'au départ, il y a eu beaucoup d'ambiguïté de la part même du ministre de la Santé. Donc, il communiquait très mal. Et ce qui a fait qu'il y ait... Même, vous savez, il y a dans d'autres coins, on doute même qu'il y a la Covid à Kinshasa. J'ai organisé une campagne, vous savez, dans le cadre de mon parti, l'ABG, le président national du parti, nous avait doté d'un certain nombre d'intrants. Donc, masques, gel, j'ai mené une campagne. Vous savez, quand je sensibilise chez moi à Kingaboua, on dit « malade des Atebotika ». Donc, je vécu ça, c'est une réalité. Mais souvent, cela est dû à la mauvaise communication
de la part des autorités, mais ils ont corrigé. Je pense que maintenant, là, les choses semblent être maîtrisées. Et alors, à côté de ça, à côté de Covid-19, la politique s'est aussi quand même invitée au débat. Il y a eu beaucoup d'effets, en tout cas, beaucoup d'effets ont été enregistrés et ce dernier temps, si bien qu'à un moment, ça crée de l'engouement, que les gens pouvaient se demander, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait de la maladie? Un autre encore élément qui venait renforcer la position de ceux qui disaient que la maladie n'existait pas. Alors, on va essayer de parcourir l'actualité de l'heure. Nous commençons par le procès 100 jours, le procès sur le présumé détournement des deniers publics dans cette affaire de 100 jours. En attendant le verdict, vous avez suivi, comme tout le monde, en bon politicien d'ailleurs, ce débat. En bon politicien et en citoyen, peut-être que ça sera difficile de faire le distinguo. Quelle lecture vous vous êtes faite? Bon, merci madame pour la question. Ce qu'il faut relever ici, c'est que ce n'est pas intéressant de commenter déjà disons, une affaire en justice. Ça, non, nous tirons tout simplement des leçons. Voilà, des leçons, allons-y. La première leçon, c'est que on a vu des gens accéder au pouvoir, mais avec pas une vision assez cohérente. Ça, j'assume mes propos. On a vu des gens accéder au pouvoir avec comme motivation première de s'enrichir d'un peu de temps. Ça, c'est un des éléments que nous avons relevés. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'on a vu un programme dit de 100 jours. Et ce programme devrait répondre aux exigences. Parce que quand on dit on évalue l'action d'un président de la République dans 100 premiers jours, c'est par rapport aux exigences. Mais lorsqu'on essaye de parcourir ces projets, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été faites et on dit tout de suite que l'occasion, c'était de chercher de l'argent. On a outrepassé des règles de gestion, des règles d'art. C'est là où, c'est ça ce qui a coulé le directeur du cabinet du chef de l'État. Le directeur du chef de l'État, quand il arrive, il paralyse tout un gouvernement. Ce qui est évident, c'est que quand il y a un gouvernement, il y a passation de pouvoir, il y a un régime qui vient, le gouvernement sortant expédie les affaires courantes, ça c'est normal. Mais on ne paralyse pas tout un gouvernement. On crée un gouvernement à la présidence et les ministres qui étaient là sont devenus des étiquettes. Mais partons de la gestion maintenant. Et la gestion a été catastrophique. Donc, les directeurs du cabinet se comportaient parfois en Premier ministre. Ils ordonnent des décaissements, ils interviennent dans des passations des marchés, donc ils faisaient tout. Mais ce qui a attiré plus mon attention, aucun membre de la présidence est venu défendre en faveur de Kaméré, sauf son frère Justin. J'ai beaucoup de respect pour le président Kaméré, je l'aime beaucoup parce que ce sont des aînés pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais en tout cas, parlons tête froide, il a outrepassé sa mission à la présidence. Il y a aussi d'autres qui sont venus trop le charger. Je n'ai vu aucun, à part son jeune frère Justin Kaméré. Mais les autres, je me dis, vous avez coordonner des activités au niveau de la présidence. En principe, les conseillers devraient venir soutenir les directeurs du cabinet. En tout cas, aucun. J'ai suivi Nicolas Kazadi, j'ai suivi Bibomba, en tout cas, des gens qui sont venus charger les DIRCAB. Donc, je me dis, en tout cas, les gens ont outrepassé les règles d'art de gestion. Donc, ils ont procédé avec des motivations de s'enrichir un peu vite. Ça devrait servir de leçon à tout le monde pour que l'administration publique fonctionne comme il se doit. Ce ne sont pas les textes qui manquent au Congo. Exactement, absolument. Surtout aux jeunes politiques. Moi, je me dis, dans la vie, je tirais des leçons. Ce n'est pas une seule. Dans la vie, il faut faire des choses proprement. Donc, il faut très bien faire les choses et être patient. Vous avez 5 ans, l'argent, en tout cas, vous en aurez. Il ne faut pas. En tout cas, à un moment donné, je me dis, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire tout ça? Parce que vous savez que vous avez 5 ans. Kaméré, 5 ans à la présidence, il ferait beaucoup d'argent. Mais pourquoi trop précipiter? Avec le FCC qui mettrait les bâtons dans les roues. Le FCC ne met jamais. Écoutez, madame, le FCC est comptable de ses bilans. Je ne parle pas du programme des 100 jours. Quand nous sommes dans une coalition et que le président Félix échoue, c'est le FCC aussi qui échoue. Nous avons les gouvernements. Pourquoi parfois c'est vous qui dites ça, mais l'autre qu'on ne le dit pas aussi clairement? La réponse, elle est simple. Vous avez des gens qui gardent, malgré qu'ils ils ont accédé à des fonctions de responsabilité, ils gardent encore le militantisme, l'esprit militant ou l'esprit combattant. Donc c'est ce qui fait problème.
Mais les FCC, évidemment, c'est quand même une plateforme assez organisée avec des gens dont on ne doute pas des expériences dans la gestion des affaires de l'État. Mais nous comprenons, évidemment, on est condamné à vivre pendant cette période. C'est ça le prix de la coalition. Il faut Absolument. faire avec les uns, les autres se connaissaient en amont, n'est-ce pas? Vous qui voulez faire des choses proprement, la Commission électorale nationale indépendante doit être restructurée au regard de tous les chaos, des erreurs et tout ça d'antan. Mais même si ce n'était pas le cas, à un moment, le changement des têtes redynamise aussi les choses. Quand on a tout donné à un moment, il faut aussi passer la main. On en arrive au moment où il faut restructurer. Et c'est la présidence qui semble peser le plus. Et voici que ça divise même les confessions religieuses. Qu'est-ce qui se passe? Bon, madame, vous savez, la question de la restructuration de la CENI, à mon avis, c'est une question très importante parce que cette question est entrée à la stabilité même de la nation congolaise. Vous savez, la CENI, c'est une structure qui départage les politiques lors d'une élection, bien entendu. Alors, je me dis, nous venons des élections que d'aucuns qualifiaient de chaotiques, de catastrophes, ainsi de suite. Je me dis, pourquoi ne pas évaluer d'abord l'action de la CENI? Est-ce que l'erreur vient des animateurs ou de l'appareil CENI? Parce qu'il y a une loi qui consacre l'organisation et le fonctionnement de la CENI, et cette loi n'a-t-il pas de faiblesses? N'a-t-elle pas de faiblesses? Est-ce qu'il ne faudrait pas extirper des politiques au sein de la CENI? Moi, je pense qu'on devrait d'abord examiner la loi. Mais c'est tout ce que les confessions religieuses pensaient bien faire, la société civile en général, en disant il ne faut plus que celui qui soit à la tête émane d'un camp politique. Tant mieux, madame, mais moi je me dis, ils ont peut-être placé la charrue avant le bœuf, mais il aurait peut-être fallu qu'on procède d'abord à examiner la loi qui crée la CENI, et puis on voit, moi je n'aime pas parler des individus, mais s'il faut parler des animateurs de la CENI, je dirais que plaçons quand même des gens dont l'éthique et la neutralité ne font l'ombre de aucun doute. Je n'aimerais pas placer qu'on place quelqu'un qui ne rassure pas, qui n'inspire pas confiance, parce que quand déjà vous êtes dans une compétition, et qu'on vous présente un arbitre, l'autre camp traite d'arbitre déjà des partisans, d'un camp, je sais pas. C'est un mauvais départ. Oui, c'est un très mauvais départ. Donc, je suis du FCC, j'appartiens à un parti qui est membre du FCC, mais je mériterais quand même qu'on place quelqu'un qui inspire confiance. Donc, loin de moi l'idée de réquiser celui dont on a désigné, mais je souhaite que ce soit quand même le fruit d'un consensus, bien que le consensus n'a jamais été d'unanimité, mais que quelqu'un... Plus ou moins. Oui, il doit rassurer quand même. Quand même. Alors, le manque peut-être d'idéologie politique, c'est ce qu'on pense, à un moment aussi fait boiter les choses, parce que si peut-être au niveau des partis politiques dont vous faites partie, entre autres, l'idéologie était clairement signifiée, peut-être que nous ne tomberons pas dans certaines situations aujourd'hui au pays. Qu'est-ce que vous, en tant que politicien, chez vous, dans vos partis respectifs, vous dites, qu'est-ce que vous dites à vos militants lorsque les choses semblent ne pas marcher et que dans l'opinion, les Congolais disent ce sont les politiques qui nous emmènent là-dedans? Qu'est-ce que vous dites? Écoutez, madame, c'est bien que les partis politiques ont la mission de conquérir le pouvoir. Outre cela, ils ont aussi la mission d'édiquer. Je vous dis, les premiers maires, nous étions dans une réunion convoquée par l'autorité morale de notre parti, le ministre Berluscouka. J'ai suivi, il était en train de coincer les députés pour la vacance parlementaire. Il dit, messieurs les députés, vous devez aller à la vacance parlementaire. Lorsqu'il y a vacance, alors ne restez pas à Kinshasa. S'il y a des soucis, faites-les savoir, mais en tout cas, vous devriez savoir. Et même nous, les cadres du parti, ils nous invitent à travailler. J'ai retenu une phrase qu'il a dite, la meilleure façon de préparer sa survie, c'est de préparer sa réélection. Donc par là, je me dis, il pousse aux gens au travail. Donc, en tant que politique, moi, comme message, je dirais que nous avons la mission d'encourager les gens à travailler à l'excellence surtout. Parce que même au niveau, pour revenir à la CENI, pour ceux qui pensent que la motivation serait peut-être de tricher, moi je dis nous avons encore du temps, on peut travailler correctement et puis séduire la population, pourquoi pas? Ah oui, c'est mieux de séduire la population que de tricher. Comme vous l'avez si bien dit. Au cas où, n'est-ce pas? Mais alors, c'est vous qui parlez des députés tout à l'heure. Vous avez suivi le débat qui s'est passé et finalement, même les policiers sont venus presque envahir, empêcher à ce qu'il y ait élection du premier vice-président qui devrait remplacer Kaboun. Tout à l'heure, peut-être que lui aussi sera fixé par rapport à son sort.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit en tant que politicien? Et madame, ce qu'il faut relever sur cette question, c'est que il est de fait que les décisions judiciaires doivent être opposables à tous. Mais c'est là... Mais il y a aussi un problème de compétence. Attendez, j'en arrive. Mais c'est là dans le respect des règles, dans le respect de la loi. Ce qu'il faut encore une fois relever ici, c'est que la Cour, le Conseil d'État est incompétent au regard de la loi de statuer sur les actes parlementaires. Je vous rappelle, en 1995, l'affaire Issoral, ou l'affaire Kengo. À ce moment-là, le Conseil d'État, c'était déjà en chambre, après la Cour de cassation, ou la Cour suprême de justice, a été saisi pour statuer sur les actes parlementaires. Et cette Cour s'était déclarée incompétente. Mais on a vu, avec la manière aussi expéditive, le Conseil d'État s'est précipité à statuer sur les cas Kabound. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'il y a une main noire qui essaye de temps en temps de pouvoir cristalliser une crise au sein de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas encouragé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que personne refuse M. Kabound. C'est un Congolais comme vous et moi, il est Congolais comme Mme Abunda, Balamage et tous ces gens-là. Il était premier vice-président, il travaillait dans un climat de quiétude. Mais dès lors qu'il a, à travers son intervention, glissé un mot, que son collègue voudrait tout simplement des explications, il aurait pu répondre à Jean-Jacques Mambe et puis l'affaire serait clos. Mais on a vu, peut-être par arrogance, peut-être par supercherie, il n'a pas voulu répondre et maintenant là, il a payé les prix. Donc, à l'heure qu'il est, remettre Kabound, ce serait dynamiter le fonctionnement de l'Assemblée. Les députés nationaux ont besoin de 2000 $ de plus sur leur salaire. Ça se fait toller. Ils voudraient aussi 50% de plus sur les frais de fonctionnement. Madame, je suis parmi ceux qui militent en tout cas pour la réduction des trains de vie des institutions. Ça, il faut le dire. Vous le savez peut-être pas, 70% du budget de l'État sont utilisés pour les paiements de salaire. Ouais, finalement, ça se sait, même si hier, ça ne se disait pas tout haut. Mais paiement de salaire, les frais de fonctionnement. Donc, on n'a rien à investir pour la génération future et pour les jeunes. Vous savez, nous sommes un pays potentiellement riche avec un taux de chômage de près de 86%. Et donc, je crois qu'il faut changer de politique pour, d'une part, faire fonctionner les institutions, bien entendu payer des salaires, aussi penser aux investissements. Parce que sans investir, en tout cas, on est en train de naviguer en vie. C'est dans ce même contexte, vous parlez de 70% de budget qui est affecté justement à la rémunération, au fonctionnement et tout. C'est dans ce même contexte exactement que le professeur de l'université de Kinshasa, face à la précarité dans laquelle ils vivent, parce que depuis janvier, une vingtaine déjà des professeurs sont morts, comme ça. Pour eux, c'est la précarité. Alors, ils ont demandé à ce que soient rendues publiques les rémunérations des corps socio-professionnels. Madame, c'est une très bonne question. Vous savez, madame, j'ai répondu à un tweet d'un professeur, je crois, Chilombo, Émile Ngoï. J'ai dit, en fait, souvent ils sont ministres. Hein. Dès qu'ils accèdent à des fonctions ministérielles, ils oublient la profession, même leurs collègues. Celui qui est à la primature maintenant, c'est un professeur. C'est un professeur de la même université, il peut penser à améliorer les conditions de vie des professeurs. Madame, ce sont des héros dans l'ombre. Moi, si on est devenu ce que nous sommes aujourd'hui, grâce à ces messieurs, on a passé à l'INEKIN, eh bien, ces gens méritent respect. En tout cas, on doit améliorer pas seulement les conditions de vie des professeurs, mais de tous les Congolais. Oui, c'est ce qu'ils demandent, oui. De tous les Congolais. Ouais. Donc, en tout cas, sur ces points, en tout cas, les revenus nationaux ne sont pas distribués de manière équitable. Et ça, il faut le dire. Si vous voyez dans d'autres institutions, les barèmes salariales, vous dites, ah, ici, nous ne sommes pas au Congo quand même. Mais vous descendez un peu plus bas, vous dites, mais nous sommes en enfer. Donc, il faut qu'il y ait un travail, en tout cas, une commission, pour essayer d'étudier tout ça. Ce n'est pas bon que vous travaillez au Congo, à Kinshasa, vous toucherez plus de 15 et 20 000 $ par mois, et qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui n'a moins de 200 $. C'est inacceptable. Donc, moi, j'en appelle à la responsabilité des uns des autres pour que les revenus du pays soient distribués de manière assez équitable.
Appeler à la responsabilité, c'est une chose. C'est question de bonne foi. Or, vous savez qu'en politique, surtout au Congo, c'est pas la bonne foi. Il faut peut-être taper du poing sur la table. Il faut peut-être de manifester. Ce n'est pas une question de bonne foi parce que le pays nous appartient tous. Et donc, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il faut interpeller. J'interpelle ici, quitte à ceux qui ont la gestion de l'État en ce moment, de prendre des décisions. Mais dans les cas contraires, eh bien, ils seront sanctionnés. Ah ouais. La sanction pourra venir, il faudrait peut-être attendre 2023 pour sanctionner. Peu importe. Mais attention, il y a la sanction populaire aussi. Hein. Il y a aussi la sanction populaire. Le Congolais est capable de sanctions. À part la sanction populaire, il y a Dieu aussi qui sanctionne à tout moment. Ah oui, Dieu, on sait quand est-ce qu'il intervient. Ah oui. Dieu, on sait quand est-ce qu'il intervient. Après la mort. C'est facile de dire, après la mort. S'il n'y a pas de bonne justice ici, au moins Dieu va rendre justice. Il intervient à tout moment, mais madame, vous pouvez être sûr. Mathématiquement, physiquement, on ne sent pas forcément, alors on ne se dit pas. Madame, il y a toujours une main invisible qui réglemente le monde. Ça, vous pouvez en être sûr. Dieu sait comment est-ce qu'il fait. Vous n'avez pas vu quelqu'un en fonction et puis Dieu l'a rappelé. Ouais. Voilà, donc il appartient maintenant aux politiques de travailler pour le bien-être des Congolais. Il faut relancer notre économie. Il faut revivre. Mais visiblement, on ne sait pas très clairement avec quel plan allons-nous repartir. C'est une question importante. Il faut relancer l'économie, effectivement, mais il faut aussi dire que depuis un certain temps, notre économie était focalisée sur les mines. Ouais. Seulement. Et vous savez que ce secteur-là n'est pas un secteur qui porte des emplois. Donc, ce que j'ai toujours dit, il faut diversifier cette économie. Nous avons des terres. Je fais une mission à Bunia où je vis. En tout cas, nous avons le potentiel qu'on exploite. On a des termes, tout ce qu'on mange vient de l'extérieur. Donc, il faut absolument diversifier l'économie, exploiter l'agriculture, la pêche et l'élevage, un secteur assez négligé, mais qui peut... Qui devait être porteur, on va voir le budget. Qui donne déjà. Madame, nous mangeons... Ça a fait des poils ce dernier temps. La viande, nous mangeons chaque jour du poisson, mais réfléchissons comment est-ce qu'on peut bien produire. Pérenniser ça, en faire notre cheval de bataille, mais on a aussi l'énergie à revendre, juste à récupérer, vendre et puis utiliser. Nous avons l'énergie, nous avons les télécoms qui aujourd'hui sont des secteurs qui génèrent un peu plus. Donc, il appartient aux politiques de redéfinir les stratégies pour que finalement l'économie soit diversifiée et que soit profitable à tous les Congolais. La task force vient de demander, notamment au PNMLS, donc à la société civile, de proposer un plan multisectoriel de riposte. Alors moi, en entendant ça, je me suis dit, donc finalement, ça y est, on en arrive à la multisectorialité, alors que depuis qu'on a commencé la lutte contre la Covid-19, on nous a dit que c'était une riposte multisectorielle. Quelle différence aujourd'hui? Madame, il y a un peu de tâtonnement dans cette histoire de la réplique, mais nous voyons plus du côté positif. Du côté positif, c'est qu'il y a une volonté de pouvoir travailler pour l'éradication effective de cette pandémie. Mais les faiblesses, nous en négligeons en tout cas. Mais à l'heure qu'il est, hier j'ai suivi le ministre Eteni qui a parlé que bientôt nous allons atteindre l'immunité collective, mais je dis que nous sommes très loin d'atteindre l'immunité collective. L'immunité collective qui ne résolvera rien. En tout cas, vous savez, la Brésil a réfléchi de cette manière-là. Aujourd'hui, ils sont en tout cas à l'agonie. Donc il faut plutôt déconfiner parce que les gens doivent vivre, mais insister sur le respect des gestes barrières. Le port des masques doit être obligatoire. On vous interpelle, on vous fait payer et puis on vous donne des masques. Voilà ce que je peux dire. Oui, il faut laver les mains. Pour laver les mains, il faut de l'eau. L'énergie a été rendue gratuite, n'est-ce pas? Mais vous savez que ça n'a profité à personne. Madame... Ces secteurs réclament des factures non payées. Les entre guillemets bénéficiaires n'ont pas retrouvé ça en chemin. Madame, en tout cas, l'eau, nous en avons. À Kinshasa, c'est vrai, il y a des coins où il y a des faiblesses, mais en tout cas, nous en avons. Il y a des grands coins. Les savons, nous en avons. En tout cas, laver les mains. Qu'on s'achète Madame, vous savez que nous mangeons chaque jour. Hein? Oui, ça dépend. Oui. Mais vous savez comment on mange chaque avant jour, de manger, hein? nous lavons les mains. Vous mangez chaque jour. Demandez aux gens de laver les mains, c'est pas vraiment... Non, mais de laver les mains avec du savon, avec de l'eau qui coule, il faut de l'eau. Il faut du savon. Nous en avons de l'eau. En tout cas, de l'eau qui coule tout le temps. C'est vrai, nous en avons. Ça dépend de quoi? Madame. On devrait vous amener au quartier Pigeon, à Ngomba Kikusa. Madame,
À Météo? Nous en avons en tout cas, même si ça sort à 2 heures. À Selimbao? En tout cas, nous en avons. Donc, nous mangeons chaque jour. Donc, il faut se réveiller à 2 heures du matin. Astreindre aux gens de laver les mains. En tout cas, non, il y a des choses qu'il faut corriger. Mais maintenant, là, c'est comme ça, on doit s'adapter. Si ça coule à 2 heures du matin, c'est-à-dire qu'on se réveille à 2 heures du matin pour prendre de l'eau. Et à 5 heures, on va travailler. Bon, c'est le confinement en attendant. En tout cas, je suis de ceux qui vise l'excellence. En tout cas, il faut améliorer les choses. La desserte en eau potable, l'électricité. Mais pour l'instant, c'est ça la situation. Alors, on doit laver les mains. Pour les 60 ans, l'indépendance, c'est ça la situation. Avant de manger, nous lavons les mains. Je suppose qu'on mange chaque jour. Comment est-ce qu'on compte pour l'instant? On est indépendant, ça fait 60 ans. On ne se prend pas en charge comme il faut soi-même. Bon, écoutez, c'est vrai, il y a des faiblesses, parce que l'indépendance suppose que on est devenu mature, mais il y a des choses qu'après 60 ans, on essaye de marquer encore les pas. Mais la vision des autorités du pays, je crois que c'est traduit dans la volonté de pouvoir améliorer les choses. Mais il y a aussi une différence entre la volonté et puis la réalité sur terrain. Et donc, j'espère qu'il y a plus à faire. Les infrastructures sanitaires, c'est l'occasion d'en reparler. On savait déjà que c'était chaotique, même avec le système établi par les pays, avec la décentralisation, alors que le mode de gouvernance ici, les politiciens nous ont dit que c'était la décentralisation. Vous avez pleinement raison. Si j'étais dans les cabinets du chef de l'État, en lieu et place de parler des maisons préfabriquées pour les militaires, je conseillerais pour qu'on construise les écoles, parce qu'on a assurer la gratuité de l'enseignement. Nous avons vu des classes où il y avait 20, 25, aujourd'hui c'est à 70, 100. Oui, on aurait pu mettre gratuit. Cet argent à la construction des nouvelles salles de classe. Aussi, penser on a promis des hangars pour ça. Je crois que c'est la crise qui a fait. Penser à construire des hôpitaux et réhabiliter, madame. Quand je passe sur l'avenue des cliniques, je vois la clinique quinoise, ça fait mal. Je viens sur Mamaïemo, ça fait très mal. Donc, pour répondre à votre question, cet argent devait en tout cas être affecté dans ce genre de dépenses. On a mis un fonds national de sécurité, fonds national de secours contre la Covid-19. Alors, lors de sa sortie en conférence de presse, le coordonnateur a dit qu'avec l'argent qu'ils ont récolté, ils vont assister, parce que la priorité c'est le personnel soignant bien entendu, mais là ils pensent aussi assister, relever, soutenir un tout petit peu certaines structures qui sont vraiment presque en faillite. Comment ça se passerait? Mais il faut d'abord évaluer les fonds. C'est à combien? Il ne nous a pas dit. Il ne nous a pas dit. En fait, vous savez, payer les personnels soignants, cela relève, c'est une obligation régalienne, si vous voulez, de l'État. Donc, c'est normal, l'État doit payer les gens qui travaillent. Cette fois-là, il a fallu un fonds pour payer le personnel soignant. Non, ça existe même dans d'autres pays, s'il y a un problème qui paralyse les fonctionnements. Madame, ça fait que le fonctionnement du pays est paralysé. En fait, on ne fait plus de recettes. Vous savez comment est-ce qu'on paye les gens maintenant? Mais on va trouver les 2000 de plus à donner aux députés. Vous savez, ce n'est pas encore évident. Je peux vous dire que ça n'arrivera pas. On l'a envoyé au ministre des Finances. Non, écoute, quand on dit envoyer pour des propositions techniques ou pour... Non, ça veut dire que c'est bon, mais quitte à lui de voir. Quitte à lui de voir s'il a de l'argent de la caisse. J'ai travaillé dans un cabinet politique. Je sais que quand on vous donne un dossier pour examen, vous donnez des avis. On peut dire que c'est bon, on peut donner, mais pour l'instant, il n'y a pas d'argent, il y a d'autres priorités. Vous avez suivi le ministre Kangoudia quand il répondait aux questions des juges, il a dit qu'il avait reçu les contrats des ministres Bitakuira, mais il a estimé qu'en ce moment-là, les priorités étaient autres. Et vous savez que l'argent est sorti de la Banque centrale, malgré tout. C'est des fonds signes. Mais pour répondre à votre question, cette maladie ou cette pandémie a paralysé les fonctionnements normaux de la RDC. Donc, c'est tout à fait normal qu'on utilise des fonds pareils, mais le médecin devrait nous dire combien il a déjà, et peut-être là, on pourra commenter sur ce qu'on doit faire de ce montant. Vous qui haranguez des foules dans vos partis politiques, tout ça, des gens qui chantent pour votre gloire, ok, mais cette population est meurtrie. On sait qu'au Congo, l'économie est détenue par l'informel, et cet informel, à un moment, ne va plus exister parce que même les capitaux sont finis. Il fallait manger pendant le temps où on est resté à la maison. Vous suivez de près ce qui se passe avec le marché central. Ça va rebondir avec le déconfinement de la Gombe et tout.
Qu'est-ce qu'on pense de ce petit peuple qui pourtant soutient l'économie, même si c'est au niveau micro? Ça c'est une vérité, madame. C'est vraiment une vérité. C'est pour cela que j'ai dit il faut qu'on réfléchisse pour déconfiner. Parce que, rappelons que la Gombe n'est plus l'épicentre de l'épidémie. Il y a même l'ozone limité, évidemment. Donc il faut déconfiner. Mais les combles, c'est quoi, madame? C'est vrai, nous encadrons des gens, des foot, mais ce qui est écœurant, c'est que les gens ne respectent pas les gestes barrières. On peut déconfiner aujourd'hui, mais après 2, 3, 4 jours, on atteint les pics. Et puis si on ne maîtrise pas très bien, ça sera difficile. Je crois qu'ils étudient chaque jour tous ces éléments. Mais dit, on peut déconfiner, mais avec quelle population? En France, quand on explique, vous portez les masques pour vous protéger ceux qui vous sont chers. Les gens comprennent. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc, c'est vrai qu'on a les soucis de tous ces peuples-là, mais à un moment donné, il faut aussi prendre des mesures impopulaires soient-elles, mais dans le cadre de protéger aussi cette population. Le travail reviendra vraiment aux politiciens qui ont l'habitude de passer des messages aux gens, à leurs militants ou pas, mais ils sont souvent en avant-plan. Évidemment, nous les faisons. Ils peuvent orienter les choses. Madame, la sensibilisation, nous les faisons. En tout cas, moi, je l'ai fait. Mais pourquoi on ne vous écoute pas? Bon. Parce qu'on en a un peu marre des politiciens. On sait que la politique, c'est le mensonge. Bon, elle est tombée plus bas que terre aussi, ça, il faut le reconnaître. Mais ce que, sans nous de parler, nous parlons, mais reconnaissons quand même qu'au départ, il y avait eu beaucoup d'ambiguïté autour de cette histoire de Covid-19. Bon, les gens sont devenus un tout petit peu sceptiques. La maladie n'existait pas. J'ai discuté même avec quelqu'un qui me dit non, ça n'existe pas. Si ça existait, comment à Kinshasa il n'y a pas? La manière dont nous, on se confine là-bas. Évidemment, moi, je me dis non, il y a beaucoup de paramètres qui. Voyons la saison sèche, parce que la saison de pluie nous a aidé un tout petit peu. Parce que, entre guillemets, ces virus ne supportent pas la chaleur. Mais voyons comment les virus vont se comporter. On nous a dit que comme on arrive au mois de juin, on va atteindre le pic et donc ça devrait baisser. Espérons en tout cas. Ça, j'espère en tout cas. Je ne peux qu'espérer. Il y a de quoi espérer. Je ne peux qu'espérer parce que j'ai très peur. Parce que quand je vois hier je suis venu en Brésil, comment est-ce qu'on jette les gens dans des fosses communes, je me dis ici, nous ne sommes pas très bien organisés, ça il faut le dire. Alors moi je me dis, c'est pour ça que je donne parfois raison aux gens qui ne veulent pas déconfiner. Mais d'une part, il faut voir aussi ceux qui vivent au quotidien, mais insistons en tout cas sur le respect des gestes barrières. On peut déconfiner et puis insister, comme on a fait en France. La maladie, elle est là. On déconfine, mais on exige le respect des gestes barrières. Selon le coin, selon les réactions, on y va mollo, mais apparemment, ça semble marcher. Chez nous, on n'a pas d'hôpitaux pour recevoir des malades, pour les hospitalisations, c'est le chaos. On n'a pas de morgue. Vous voyez comment on s'entasse tout ce week-end? Vous savez, maintenant, il y a des malades où on vous teste positif et puis on vous soigne à la maison. On vous propose, est-ce qu'on peut vous soigner à la maison? Vous avez de conditions parce vous que devez déjà, être discipliné. Voilà, déjà à l'hôpital, il y a des problèmes. Il faut être discipliné pour qu'on vous soigne à la maison. Pour que vous preniez soin de vous et que vous puissiez protéger les autres. Exact. Donc, comprenez les sérieux qui entourent la chose. En tout cas, on doit être méticuleux. Donc, le problème congolais, il est congolais. Il faut le résoudre. Non, il ne faut pas réfléchir de cette façon. Je suis un responsable. Moi, je me dis, le problème, il est là. Et il faut prendre des mesures qu'il faut pour éradiquer la maladie. En tout cas, l'éradication, elle est possible. Mais beaucoup plus la prévention. Parce que les traitements, oui, jusqu'ici nous sommes à plus de 600, 600 et quelques. Mais parfois, la chloroquine ne marche pas. Et surtout pour des gens qui ont des antécédents, diabète ou quoi encore, et puis c'est compliqué. Donc, la meilleure façon de faire face à cette pandémie, en tout cas, c'est la prévention. Donc, nous disons aux gens, il faut se protéger. C'est vrai, on parle de rester chez vous, on se dit, en restant, ils doivent manger. Bon, vous sortez, oui, mais protégez-vous, protégez aussi les autres. Parfois, c'est si simple de se protéger, bien se laver les mains au savon, à l'eau qui coule et tout, mettre son masque lorsqu'on est sur la place publique, quand on veut tousser, on tousse dans le creux de son cou. Donc, c'est des gestes qui paraissent simples, mais à un moment, le Congolais ne veut simplement pas s'accommoder. Malheureusement. Voilà. Alors, cette fois, vous allez donner votre dernier mot. Le dernier mot, c'est que c'est un appel à la population. La maladie existe, elle est là. Bientôt, on aura les pics, donc changeons notre comportement. Donc,
mettons nos masques, respectons les gestes barrières et au gouverneur de la ville, il faut absolument rendre le port des masques obligatoire. En cas de faiblesse, vous faites payer la personne, en contrepartie, vous lui remettez des masques. Voilà tout ce que je peux dire. Il y a aussi des mots à nos agents de l'ordre qui trouvent en ça une aubaine pour justement rançonner la population déjà meurtrie. Madame, quand les choses ne sont pas très bien organisées, on décède toujours de faiblesse. Alors, Il faut qu'on soit méticulé. à vous, politiciens, on souhaite bon courage parce que vous avez du pain sur la planche. Parce que même les décisions à donner et tout, ça va revenir aux politiques d'abord, n'est-ce pas? Écoutez, c'est notre travail et je crois que nous le faisons assez bien. Alors, nous vous remercions. Prenez soin de vous. Merci. Bon courage à votre parti, l'ABG. Grand merci, madame. Et à très vite. Madame, Messieurs, c'est ici qu'on marque un stop à ce stop Covid-19. On espère que du jour au lendemain, nous puissions prendre conscience vraiment que la situation est quand même difficile si nous ne prenons garde, n'est-ce pas? Donc nous avons chacun un apport pour lutter, pour stopper la propagation de la Covid-19, mais aussi pour stopper l'hémorragie politique, sociale, culturelle qui est en train de gangréner notre pays. On a la République démocratique du Congo comme unique patrimoine. Ça vaut le coup. Alors on marque un stop ici, à ce stop Covid. Prenez soin de vous. À très vite.